MSF a donc décidé. Les vaccinations, MSF decided to send. la typhoïde et le choléra. En décembre 1971, des médecins et des journalistes français s'associent pour venir en aide aux populations en détresse à travers le monde et créent Médecins sans frontières. Depuis, l'association fait évoluer l'approche de la médecine humanitaire, intervient au cœur des conflits et des catastrophes naturelles et se porte au secours des populations forcées de fuir. Mai 1970, un séisme secoue le Pérou. Un groupe de médecins français volontaires décide de s'y rendre. Ils se connaissent, ils étaient intervenus ensemble avec la Croix-Rouge française auprès de la population du Biafra lors de la guerre civile au Nigeria, quelques années auparavant. On a besoin de la solidarité de tous. Et depuis le Biafra, mes amis et moi, nous sommes restés en contact. Et l'association Frères des Hommes, qui coordonne les secours pour le Pérou, a fait appel à nous, car nous sommes déjà entraînés et déjà habitués à ce genre de travail. Novembre 1970. Un cyclone tropical ravage le Pakistan oriental. Un autre groupe de volontaires médicaux français se rend sur place et découvre une zone dévastée. Les besoins sont colossaux. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de vêtements, il n'y avait rien à manger. C'était ça. De retour en France, constatant la faiblesse des secours internationaux, les deux groupes fusionnent. Avec des journalistes de la revue Tonus, ils fondent en décembre 1971 une organisation qui se donne pour mission d'apporter des secours médicaux en urgence, tout en restant libre de sa parole et de ses actes. Médecins sans frontières est né. Tout au long de son histoire, MSF ne cesse de s'engager auprès des victimes de catastrophes naturelles. J'ai commencé à courir vers notre bâtiment. J'ai vu que le bâtiment n'existait plus. Bon, puis, enfin, j'ai perdu toute ma famille, ma femme et mes deux enfants. Le 7 décembre 1988, à 11h41, un violent tremblement de terre touche l'Arménie. Le choc est immense. La région de Spitak est ravagée. On compte de nombreux disparus. Le bilan est lourd. Entre 25 et 30 000 morts. Plus de 500 000 sans-abri. C'est la première fois que l'Union soviétique fait appel à des pays occidentaux. Difficile d'énumérer tous les pays, toutes les organisations humanitaires qui offrent leur aide à l'Union soviétique. C'est la première fois que MSF intervient sur une catastrophe d'une telle ampleur. Nous ne pensions pas qu'une organisation non gouvernementale comme Médecins sans frontières pouvait être amenée à intervenir en Union soviétique et travailler dans les conditions dans lesquelles nous travaillons. En pleine guerre froide, l'événement entraîne une sorte de trêve humanitaire. Les volontaires internationaux de MSF peuvent ainsi se rendre en Arménie, jusque-là fermée à l'aide occidentale, pour apporter du soutien psychologique et de la chirurgie légère. Le 26 décembre 2004, à la suite d'un séisme au fond de l'océan Indien, des vagues de plus de 30 mètres déferlent sur les côtes de plusieurs pays d'Asie du Sud-Est et d'Afrique de l'Est. 250 000 personnes perdent la vie. Le mot « tsunami » fait son entrée dans le vocabulaire commun. La catastrophe suscite un élan de solidarité internationale massif et inédit. Les dons affluent du monde entier.
Différentes organisations se retrouvent à vouloir travailler au même endroit pour la même activité et on se retrouve à se battre un petit peu, à faire du planter de drapeau et c'est ridicule. Planter son drapeau pour marquer son territoire, la pratique n'est pas rare chez les ONG, désireuses de justifier leur présence et les financements des bailleurs de fonds. Bien sûr, les besoins sont immenses et la reconstruction nécessite des moyens considérables. Mais les besoins médicaux, eux, sont limités. La plupart des victimes sont décédées. Pour une organisation d'urgence comme MSF, le constat est clair. Les dons destinés à secourir les victimes du tsunami dépassent les besoins. L'association prend alors une décision inédite et annonce qu'elle suspend la collecte de fonds. Une annonce qui soulève une controverse publique. Moi, ce que j'ai dit, ce qui m'a choqué, que techniquement on dise bon, là on fait une pause, on marque une pause, très bien, mais qu'on affiche ce qui est marqué maintenant derrière au mur, solidarité, trop d'argent, qu'on prenne ce risque en ayant la notoriété de Médecins sans frontières, ça veut dire que tout à coup on tire le tapis sous l'action de tous les autres. Est-ce que vous avez pensé un instant, Dr Bradol, au mal que vous pouviez faire aux autres? J'ai surtout pensé à l'honnêteté vis-à-vis des donateurs, ce qui nous permet d'agir. Et quand on a assez, il faut avoir la franchise et l'honnêteté de le dire. Notre association a eu l'honnêteté de le dire parce que sinon, demain, les gens ne nous feront plus confiance. On n'en profite pas de l'émotion des cadavres de l'Asie du Sud-Est pour remplir les caisses et après redistribuer ailleurs. Notre maison ne fonctionne pas comme ça. Jusqu'où utiliser l'émotion? Comment mobiliser les donateurs, appeler à leur soutien, tout en expliquant les limites de son action? La question se pose à de nombreuses ONG lors des catastrophes naturelles. Communiquer sans instrumentaliser, l'équilibre est délicat à trouver. Cette infirmière hurle le prénom d'une collègue prise au piège sous le béton. Plus les heures passent, plus le bilan s'alourdit, plus l'on prend la mesure de la catastrophe. En mai 2008, un tremblement de terre de magnitude 8 frappe la province chinoise du Sichuan. Une équipe se rend sur place pour constater les dégâts et estimer les besoins. Pendant ce temps, à la base logistique de MSF à Bordeaux, un avion est réservé et les kits de matériel médical et de médicaments sont préparés. Chaque jour d'attente est facturé pour cet avion qui, finalement, ne décollera pas. L'équipe exploratoire conclut que l'intervention n'est pas nécessaire, l'armée chinoise proposant une réponse beaucoup plus efficace que ce qu'aurait pu offrir l'organisation. Face aux catastrophes naturelles, comme celle survenue au Sichuan, l'aide des ONG n'est pas toujours nécessaire. S'abstenir d'intervenir est parfois le meilleur choix. Un amas de ruines, c'est le spectacle de désolation qu'offre Port-au-Prince et une partie d'Haïti au lendemain du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Il y a une secousse, le rez-de-chaussée, il est complètement détruit. Après, c'est la première étage et puis la seconde. Dans la capitale, l'hôpital où les équipes de MSF soignent des victimes de violences depuis plusieurs années s'effondre. Bon, en fait, après le séisme, l'hôpital étant effondré, il fallait rapidement trouver un moyen de prendre en charge les patients. Comme vous voyez, on est sur la cour, c'est un espace rapidement aménagé, avec pas du tout de confort. Les patients sont installés à même le sol, les plus chanceux sur des palettes. Après un tremblement de terre, les secours internationaux arrivent trop tard pour sauver les vies des personnes piégées sous les décombres. La mission des équipes d'urgence est de s'occuper des blessés. À Port-au-Prince, 300 000 attendent d'être soignés. Les structures de santé ont été détruites. Les autorités locales n'ont pas les moyens de les prendre en charge. Dans l'urgence, les équipes de MSF tentent d'opérer sur les ruines de leur ancien hôpital. Ça va mieux avec les calmants, là? Encore mal? Ça fait mal. Bon.
Des équipes et du matériel sont envoyés, mais ils se heurtent à des difficultés d'accès. L'unique piste d'atterrissage est intacte, mais la tour de contrôle est détruite et l'aéroport est vite saturé. Sa gestion est confiée à l'armée américaine qui donne la priorité à ses avions au détriment de ceux des organisations de l'aide qui ont de grandes difficultés à arriver sur place. Les autorités américaines qui ne nous ont pas laissé et qui ne nous ont pas donné les autorisations pour nous poser aujourd'hui. Demain, donc, il y a un convoi qui partira donc, de République dominicaine pour passer la frontière et ce qui nous permettra donc, de pouvoir commencer à monter donc, la structure. Là, au milieu. L'hôpital gonflable peut être déployé en toute urgence. On va avoir la tente de triage urgence. Ici, on va avoir une hospitalisation. Les équipes travaillent jour et nuit. Là, les tentes, demain matin, ce sera connecté. Ce sera prêt pour installer les réseaux d'eau et de l'électricité. Les logisticiens installent en une dizaine de jours un hôpital de 100 lits, comprenant 2 blocs opératoires sur un terrain de football. Les activités de chirurgie traumatologique peuvent alors reprendre dans de meilleures conditions. Moi, je trouve qu'il est très bien. On a une belle table, ça nous change, hein, parce qu'on avait perdu un peu l'habitude, on était sur les palettes. On va retravailler. Ah non, il est bien. C'est sûr que c'est impeccable. Au total, les équipes de MSF gèrent plus de 1000 lits d'hospitalisation et réalisent plus de 11 000 opérations. Au-delà de la santé, la prise en charge des sans-abri est un enjeu majeur au lendemain d'un séisme. À Haïti, 1 300 000 habitants se retrouvent à la rue, dans un pays déjà fragilisé par la pauvreté et la violence. Vous voyez bien, nous avons besoin de têtes d'oreiller, de draps, tentes. Quand il pleut, nous ne pourrons pas dormir. Nous restons debout. Il y a de l'eau qui se passe dans l'air, il y a de l'eau qui se passe dans la terre. Le problème primordial que nous avons ici, nous avons besoin de tentes. Parce que nous ne pouvons pas dormir, nous ne pouvons pas dormir. Nous avons besoin de l'eau, de la nourriture et de toilettes. Chacun a sa tente devant lui. Accompagner ces populations pour les aider à survivre matériellement le temps de la reconstruction est aussi l'un des objectifs de MSF. Tiens, papa. C'est normal que nous, on est angoissés. On est angoissés, il y en a des problèmes de pensée, des problèmes de sommeil. Ça, c'est tout à fait normal. Donc c'est un bain qui est normal. Après une catastrophe naturelle, MSF propose également des soins de santé mentale. Les premiers moments après une catastrophe naturelle, il faut informer les gens. Il faut informer les gens qu'ils ne sont pas fous, même si ils ont certains symptômes de stress. On retrouve aussi les enfants qui sursautent à chaque bruit. C'est comme s'ils ont envie de courir. Il y a des enfants qui ont des sensations de tremblement, c'est-à-dire qu'ils tremblent continuellement. C'est comme si le tremblement de terre persiste. Pour l'enfant, c'est comme si ça persiste toujours. À chaque fois, il tremble, il dit qu'il sent qu'il tremble. Aux Philippines, après le passage du typhon Haiyan en 2013, MSF met en place des structures de santé. Elle associe la population locale à son intervention. Vous avez ici les premières distributions. Donc la responsabilité de MSF a été d'expédier ces kits d'urgence depuis la France ou depuis Dubaï. La distribution que vous voyez ici se passe sous la responsabilité du conseil de quartier qui a identifié les familles qui étaient les plus dans le besoin. Ce sont souvent les acteurs déjà sur place, civils ou militaires, qui peuvent aider à acheminer l'aide de façon efficace vers ceux qui en ont le plus besoin, face aux contraintes d'accessibilité des ONG étrangères. Lors du tremblement de terre qui touche le Népal en 2015, MSF déploie de nouveau un hôpital gonflable
près de l'épicentre, à Arugat, après concertation avec le gouvernement népalais. L'idée, c'est d'aider le ministère de Santé jusqu'à ce qu'ils arrivent, par exemple, à reconstruire leur structure sanitaire qui est complètement détruite. Mais faute de coordination, d'autres acteurs de l'aide s'installent à proximité. La structure médicale est finalement peu utilisée. D'autres projets de MSF se concentrent dans des zones plus reculées. At the moment, we have a mobile clinic running where we are seeing patients who cannot get health care because all the roads are destructed by landslides. Une grande partie de la population est enclavée. Grâce à des cliniques mobiles par hélicoptère, MSF parvient à les rejoindre et à les soigner. Adapter la réponse aux besoins, qui varient selon les contextes mais aussi au fil du temps, c'est l'un des principaux défis posés par les catastrophes naturelles. Alors que les capacités de réponse locales se développent, que la nature, les fréquences et l'intensité des catastrophes naturelles évoluent au gré des changements climatiques, comment l'action humanitaire d'urgence peut-elle rester pertinente? Comment le secouriste peut-il aussi préparer, anticiper, aider les populations à se protéger? Entre nouvelles technologies et nouveaux partenaires, à quoi ressemblera la réponse aux catastrophes de demain?